Invité ce matin, la sociologue et politologue Anna Colin-Lebedev. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour nous éclairer sur la situation en Ukraine. Petit rappel, vous êtes maîtresse de conférence à l'université Paris-Nanterre, spécialiste de l'Ukraine contemporaine, notamment autrice de Jamais frères, Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique. C'est en tout cas votre dernier livre aux éditions du Seuil. D'abord un mot, votre réaction à ces frappes russes massives ces derniers jours contre des infrastructures vitales en Ukraine, que ce soit des centrales électriques, des canalisations d'eau, de gaz, même hier une maternité. Que cherche l'armée russe ? Alors, il est clair qu'aujourd'hui, on a une stratégie qui vise délibérément les infrastructures civiles, pour saper le moral en fait de la population ukrainienne, pour rendre impossible la vie sur le territoire ukrainien. Je pense que c'est l'objectif explicitement visé. En tout cas, c'est comme ça que les Russes le présentent également. Des choses vitales, et y compris Internet. Et Internet, c'est très important pour les Ukrainiens. Internet est effectivement très important. Les réseaux téléphoniques sont extrêmement importants. Je dirais qu'on a pris l'habitude de toute façon de communiquer aujourd'hui, mais aussi de se protéger via Internet et via les réseaux sociaux. Par exemple, les Ukrainiens disposent d'applis qui sont des systèmes d'alerte où en fait, quand il y a une attaque aérienne qui s'annonce, ils reçoivent une notification. Ça a l'air bête comme ça, mais effectivement, ça fait complètement partie de la manière dont les Ukrainiens survivent et communiquent aussi vis-à-vis de l'extérieur ce qu'ils sont en train de vivre. Et ils communiquent aussi avec leurs familles qui sont parfois à l'étranger. On a vu à la libération de Kherson ces Ukrainiens qui se ruaient vers le centre-ville pour avoir une connexion Internet et enfin donner des nouvelles après parfois des semaines de blackout. Et c'est vrai que les Ukrainiens ont pris un certain nombre d'habitudes. Aujourd'hui, voilà, les batteries externes que nous connaissons également ici font partie d'un espèce d'arsenal de base de tout Ukrainien, mais aussi ils sont en train d'acheter massivement des générateurs pour pallier les coupures de courant. Mais bien évidemment, c'est déjà très difficile et ça va être plus difficile encore parce qu'on rentre dans l'hiver. Je pense que c'est évident, mais la combinaison de frappes de plus en plus intenses, de réparation que les Ukrainiens ne sont pas en capacité de mener pour des raisons de vitesse, tout simplement, et du climat qui joue là-dedans, eh bien, ça va rendre la situation humanitaire complexe. Ça donne quand même une impression de débandade de la part de l'armée russe, sorte de solution de dernier recours. On ne progresse pas sur le terrain, on va essayer de saper le moral des Ukrainiens. Alors c'est vrai que dernier recours, ne parlons pas trop de ça, parce qu'en réalité cette guerre nous a réservé des surprises jusqu'à maintenant, mais il est vrai qu'il y a une combinaison d'échecs de l'armée russe sur le terrain, et on pense notamment au retrait de Kherson, et de l'intensification de ces frappes de longue portée qui vont viser l'ensemble du territoire ukrainien. Pendant tout un moment, en fait, sur ces derniers mois, le front s'était, je dirais, concrétisé, c'est-à-dire qu'on avait des combats dans certaines zones du pays, et puis par exemple à l'ouest, eh bien, l'ouest était relativement épargné. Là, aujourd'hui, les frappes russes visent à atteindre jusqu'au bout les plus reculés de l'Ukraine pour que personne ne se sente en sécurité. Il y a les bombardements intenses, il y a aussi les accusations de crimes de guerre. Ça fait des mois maintenant qu'on se pose la question de savoir si ces crimes de guerre sont véritablement organisés par la Russie. Alors vous avez une réponse qui est complexe, en tout cas vous expliquez que le problème n'est pas simple, vous répondez qu'il n'y a pas véritablement de consigne officielle de la part du Kremlin, mais il y a des exactions encouragées par un discours politique virulent, une institution militaire traditionnellement violente, désorganisée, une société russe violente aussi parfois, et puis aussi un profil des soldats, profil social. Il y a effectivement plusieurs éléments, et je dirais qu'aujourd'hui, vous voyez, bien évidemment, ce que l'on découvre de ce que les Russes font sur le terrain est totalement horrifiant, mais il faut essayer de comprendre un peu plus en profondeur les différents éléments qui amène l'armée russe à se comporter de la manière dont elle se comporte sur le terrain. Et le profil des soldats en fait effectivement partie. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a deux catégories de soldats. On a ceux qui, je dirais, sont sur ceux qui étaient sur les terrains occupés qui sont actuellement libérés et dont on découvre les crimes, qui sont plutôt des personnes, je dirais, relativement peu formées à ce type de guerre, qui sont des personnes issues de milieux modestes, venues d'endroits parfois reculés, et qui, je dirais, à mon sens, on ne parle pas d'une armée d'élite, qui aurait été envoyé sur le terrain pour conduire des missions bien délimitées, mais bien davantage en fait d'une armée que l'on laisse plonger dans l'horreur et qu'on laisse faire, voire qu'on encourage à faire. À mon sens, on n'a pas pu encore conduire des enquêtes qui nous permettraient de
comprendre la logique par laquelle chacun des soldats russes est amené à faire ce qu'il fait sur le terrain, torturer, Ouais. assassiner, etc. Mais dans cette combinaison d'éléments, je dirais, voilà, la combinaison du profil du soldat, de sa faible préparation et du laisser-faire, voire de l'encouragement, sera certainement un élément d'explication. Et puis il y a un sacrifice de soldats aussi. Il y a des généraux qui poussent pour avoir grappiller le moindre kilomètre sur cette ligne de front, quitte à sacrifier beaucoup d'hommes. Visiblement, l'armée russe ne craint pas de subir des pertes, et y compris chez les hommes mobilisés récemment. Alors justement, les mobilisés sont d'un profil social assez différent. L'armée russe a raflé large, et donc on a des personnes de tous âges, de toutes catégories sociales, qui se sont retrouvées sans aucune préparation sur le front. Alors et sans équipement, très souvent, hein, Ouais. ils se plaignent à leur Ces famille, vidéos sur Twitter, voilà, ou qui pas de sac de couchage. qui n'ont ni sac de couchage, parfois pas d'uniforme complet et certainement pas d'armes, et puis parfois pas d'équipement. Alors on pourrait penser effectivement à une défaillance organisationnelle, mais en réalité c'est relativement cohérent par rapport à la mission que l'on donne à ces soldats. J'ai l'impression tout de même qu'au vu de la manière dont ça se passe sur le terrain, il s'agit d'une masse humaine qu'il s'agit de Ouais. mettre en avant, non pas pour attaquer, mais pour prendre sur elle le feu des Ukrainiens et protéger d'autres troupes et d'autres types d'équipements qui sont davantage en arrière. Donc c'est une utilisation absolument terrifiante de ces hommes qui ne va pas passer inaperçue, mais disons que l'armée russe pourra minimiser. Elle pourra minimiser notamment parce qu'elle ne récupère pas les corps sur les champs de bataille, mais aussi parce que certains de ces hommes n'auront pas la possibilité d'être identifiés. On a de nombreux témoignages qui nous disent que certains hommes partent sans être affiliés à une unité militaire, donc ils n'existent pas dans Pas de traces. les papiers. Beaucoup partent sans avoir de jeton métallique d'identification qui permet de trouver ça sur leur corps et de les identifier. Donc beaucoup de ces hommes mobilisés qui tomberont sur le front seront des corps anonymes et seront portés disparus. Mais il y a quand même des survivants, il y a des gens qui reviennent de ce bourbier et qui racontent le manque d'équipement, l'enfer qu'ils vivent sur le front. Et pourtant, malgré cela, l'opinion publique russe n'a pas l'air de changer en 9 mois de conflit. Alors pour l'instant, ils ne reviennent pas, dans la mesure où il n'y a pas véritablement de rotation. En tout cas, les Ouais. mobilisés, eux, n'ont pas la possibilité encore de revenir à la vie civile, sauf ceux qui désertent, partent ou deviennent prisonniers des Ukrainiens. Je dirais que les soldats sous contrat, qui étaient la première vague, Depuis plus d'un an, parce qu'ils étaient de l'autre côté de la frontière, ils ont patienté pendant des mois dans des conditions déjà difficiles, et ils ont eu près d'un an de conflit derrière. absolument. Et eux non plus, je dirais, ils sont pas encore de retour dans la vie civile. Donc, je dirais que la Russie a réussi à maintenir une certaine ignorance de sa population sur la manière dont les forces armées étaient traitées sur le terrain. Avec les mobilisés, ça va être de plus en plus difficile. Mais il y a un certain temps, par exemple, il y a aujourd'hui, ces gens-là communiquent. Ces gens-là, eux aussi, utilisent les réseaux sociaux, utilisent leur smartphone, enregistrent des vidéos, montrent leurs conditions de vie. Ça amène à des protestations, mais pour l'instant, ça n'a pas amené, je dirais, à une remise en cause des raisons de cette guerre et de la manière de conduire cette guerre. Et pourquoi ? Je dirais qu'il y a une conjonction de plusieurs éléments et c'est Parce que très qu'est-ce que le russe moyen a gagné dans cette guerre ? Le russe moyen n'a qu'à perdre dans cette Ouais. guerre, bien évidemment. Par contre, ça fait plusieurs années qu'on lui parle d'une population ukrainienne persécutée par un pouvoir néo-nazi. Et je dirais que 8 ans de messages qui est martelé, surtout martelé à ces catégories sociales qui envoient en fait les personnes sur le front, ça les entretient dans l'idée, pour l'instant, d'une guerre juste. D'une guerre qui a un sens, et d'une guerre dont l'adversaire désigné aujourd'hui est tellement puissant qu'il est normal que ce soit difficile de résister. Et cet adversaire puissant, ce n'est bien évidemment pas l'Ukraine, c'est l'OTAN, les forces de l'OTAN. Et donc on a aujourd'hui les médias qui affirment, parfois reportages un peu fabriqués à l'appui, que sur le front on entend surtout parler anglais, qu'il y a beaucoup d'hommes à la peau sombre qui combattent sur le terrain, sous-entendant en fait non, ce n'est pas des Ukrainiens que nous avons en face. Et les sanctions occidentales ne feront finalement qu'accentuer ce sentiment. Les sanctions s'inscrivent très bien dans ce discours de guerre. Donc je dirais qu'elles ne sont pas amenées à changer l'opinion des Russes. En revanche, il est vrai que ces sanctions sont un énorme poids pour le budget de la Russie et rendent difficile le réarmement et rendent plus difficile la poursuite de la guerre. Dans ces conditions, il peut y avoir des négociations comme le souhaite Emmanuel Macron ? C'est en réalité la question des négociations à ce jour est une question qui n'est pas forcément une bonne analyse de la situation. La Russie n'a pas renoncé à ses objectifs maximalistes.
Et la Russie n'a pas renoncé à l'idée de, voilà, qu'elle avait un adversaire puissant et que le pouvoir russe cherche à accomplir une mission historique. Et pour les Ukrainiens, je dirais, eh bien pour les Ukrainiens, tant que l'agresseur les attaque, ils considèrent qu'ils doivent se défendre. Et ils veulent même aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, les Ukrainiens, ils parlent de reprendre la Crimée pour certains. Alors aujourd'hui, les Ukrainiens parlent de reprendre la Crimée. C'est bien évidemment, voilà, on sera dans une autre histoire quand on en sera là. Alors on entend souvent en Ukraine, si la Russie arrête de combattre, il n'y a plus de guerre. Et si l'Ukraine arrête de combattre, il n'y a plus d'Ukraine. Donc pour l'instant, leur combat, il est inscrit là-dedans, hein, dans l'idée qu'ils sont dans une défense existentielle et que s'ils donnent à la Russie une pause stratégique, par exemple, qui permette de se réarmer, eh bien, elle ne sera que plus puissante pour les réattaquer derrière. C'est-à-dire que pour eux, la guerre s'arrête lorsque les intentions belliqueuses de la Russie seront arrêtées d'une manière ou d'une autre. Et ça peut durer très longtemps comme ça. On a peu d'éléments en réalité parce que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est à la fois des signes de faiblesse de l'armée russe, mais aussi, je dirais, des signes de fébrilité à l'intérieur des cercles du pouvoir. Et les actions répressives de ces derniers mois ne font que nous montrer que le pouvoir russe n'est pas du tout certain en fait, de son contrôle de la situation. Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau, Anna Colin-Lebedev, nous avoir éclairé sur ces questions. Je rappelle le nom de votre dernier ouvrage, Jamais frères, point d'interrogation, justement, Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique, c'est-à-dire aux éditions du Seuil. Encore merci.